Bonjour à tous, je m'appelle David Levaufre, je travaille à ICO, qui est un dispositif qui intervient sur l'emploi sur les quartiers prioritaires de la ville de Brest. Alors je suis sur l'événement Sambot et je suis en compagnie de Alain Dequin qui représente la Chambre d'agriculture et de Hervé Jamin qui représente la plateforme de mobilité du pays de Brest. Alors Alain, déjà une première question, est-ce que tu peux nous parler des différents métiers et de l'emploi en général dans les métiers d'agriculture ? Oui, alors pour travailler dans l'agriculture, on peut être soit agriculteur, soit salarié dans une exploitation agricole. Donc aujourd'hui, les métiers l'emploi salarié se développe énormément. Et on a en Finistère plus de salariés dans les exploitations que d'actifs familiaux, comme on dit, qui sont les agriculteurs et leurs familles proches. Donc ça, c'est quelque chose qui est très peu connu, parce que quasi invisible, parce qu'on est sur des toutes petites entreprises. Donc on a des agriculteurs qui embauchent 1, 2, voire 3 salariés. Et donc c'est comparable quelque part à l'artisanat, qui va aussi employer quelques salariés qui vont travailler avec leur patron. Donc ça, c'est la première chose, emploi invisible, donc les gens ne savent pas que ça existe, donc n'y pensent pas pour chercher un emploi. Et ensuite... Ça fait, excuse-moi de te couper, ça oui. fait longtemps que ça a bougé, parce que c'est vrai que dans les représentations, on peut imaginer que l'agriculture, c'est destiné aux agriculteurs et que c'est des vocations et des traditions familiales. Alors les emplois de salariés, de journaliers en agriculture, il y en a toujours eu, ça vient du Moyen-Âge. Ouais. Mais c'est vrai que cette évolution est assez récente en fait. C'est les années 80-90 avec l'agrandissement des fermes qui est lié à la diminution du nombre d'agriculteurs, en parallèle de l'augmentation du nombre de salariés. On a de moins en moins d'agriculteurs. Donc les entreprises augmentent et du coup la somme de travail par entreprise nécessite la présence de salariés. D'accord. Alors tu dis que ça avait toujours existé, mais c'est vrai que moi j'avais entendu parler plutôt des GAEC ou des gros groupements d'agriculteurs, ouais, avec l'idée qu'ils pouvaient s'entraider entre eux. Voilà, donc alors la partie sociétaire, c'est vrai qu'aujourd'hui dans les gens qui deviennent agriculteurs, on a une immense majorité qui sont en forme sociétaire. Pour plusieurs raisons, c'est souvent un choix économique. Ça permet effectivement de, entre guillemets, mutualiser un certain nombre d'investissements qui sont très lourds dans l'agriculture. Et puis aussi, c'est un choix d'organisation du travail et de management de l'entreprise. Ça permet d'éviter de travailler seul sur sa ferme, sans avis extérieur. Et d'avoir jamais de vacances, jamais de... Ça, c'est différent, parce que les vacances, c'est comme toute profession libérale, en fait, ils se les créent lorsque la rentabilité de l'entreprise leur permet de se payer un remplaçant. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il y a comme métier dans l'agriculture surtout les métiers en tension, les secteurs qui... Aujourd'hui, il y a 3 secteurs qui... alors sur le Nord Finistère, je vais en rajouter un 4e. Il y en a un qui n'est pas franchement en tension, c'est tous les métiers saisonniers liés autour des cultures sous abri ou des légumes. Là, les employeurs arrivent relativement facilement à trouver la main-d'œuvre, mais c'est pour de l'emploi saisonnier. Donc forcément, ça nécessite de reconstituer les équipes chaque année. Et pour les salariés, on ne construit pas forcément un projet de vie que sur l'emploi saisonnier. Après, les secteurs en tension, c'est essentiellement l'élevage et la conduite d'engins, donc le machinisme agricole. Aujourd'hui, depuis, on va dire 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, on a... avec l'ensemble de la société, un questionnement autour de l'élevage, des conditions d'élevage, d'abattage, le bien-être des animaux, etc., qui fait que les gens s'interrogent beaucoup sur ces métiers-là et n'ont pas forcément envie d'aller travailler dans les exploitations d'élevage où pourtant il y a du boulot. Et parallèlement, la formation se développe aussi Alors la formation existe. Aujourd'hui, c'est pas le premier critère d'embauche des agriculteurs. Non. On est, comme pour beaucoup d'entreprises, plutôt sur un savoir-être, des qualités de personnes que sur un diplôme. C'est quoi le savoir-être alors dans l'agriculture ? Alors le savoir-être, ça va être d'arriver à avoir relativement d'autonomie et être débrouillard finalement quelque part, et arriver à travailler avec quelques indications, quelques consignes, mais en prenant de l'initiative. Après, il faut être capable de s'insérer dans une équipe de travail, de respecter des horaires, mais ça, c'est pas propre à l'agriculture. D'accord. Et quelque chose que les agriculteurs mettent souvent en avant, c'est de faire preuve de souplesse, à la fois sur l'organisation du travail. Je prends un exemple, quand je travaille en lait, je dépends du temps, du climat. Et donc, si j'ai un travail prévu le lendemain, qu'il pleut, je peux pas aller dans les champs, par exemple. Donc, je vais devoir changer mon planning de travail. Donc, il faut accepter cette souplesse-là. Et aussi une certaine souplesse au niveau des horaires de travail, même s'il y a des horaires pour un salarié en agriculture, c'est pas 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Mais on travaille avec des animaux en élevage, et donc c'est pas parce qu'il est 5h30 qu'on va quitter le travail si on n'a pas fini autour des bêtes. On reste, on finit et on part après.
mais c'est aussi à double sens. La souplesse dans un sens de la part du salarié amène de la souplesse de la part de l'employeur, et quand il faut un jour ou l'autre quitter à 16h30 parce qu'il faut amener un enfant chez le médecin ou chez le dentiste, en général ça se fait sans problème. Alors, la Chambre d'agriculture, c'est quoi son rôle? Quelle est sa mission? Et est-ce que c'est une structure qui reçoit du public, ou est-ce que c'est un centre d'information? Alors, le rôle de la Chambre d'agriculture sur la partie emploi-formation, c'est de faire savoir qu'il y a du travail en agriculture. Pour informer les gens, les accompagner dans la construction de leurs projets, pas faire à leur place, ça c'est important, mais les accompagner, leur donner les bons interlocuteurs, etc. Et puis éventuellement les accompagner en formation, puisqu'on a un centre de formation qualifiante, mais là-dessus on n'est pas les seuls à proposer ça. Et puis pour les gens qui veulent devenir agriculteurs, il y a un parcours à l'installation qui existe, qui est piloté par les jeunes agriculteurs, la Chambre d'agriculture, le groupement des agriculteurs biologiques, et qui permet de vérifier la solidité économique du projet, éventuellement de déceler des points de formation qui seraient intéressants pour le porteur de projet, de façon à vraiment sécuriser son lancement, on va dire, ou la reprise de l'entreprise. Et donc ça, c'est une mission déléguée par le ministère, dite de service public, que la Chambre assure. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire à des gens qui méconnaissent complètement ces métiers-là? Quels sont les outils que vous avez pour faire découvrir les métiers, sensibiliser le public? Les outils, il y en a plein, en plus avec Internet, les réseaux sociaux, etc. Il y a vraiment matière à voir plein de choses. Il y a les journées comme aujourd'hui aussi, qui sont des événements qui permettent de venir rencontrer des gens. Ici, on n'est pas sur, entre guillemets, une vraie ferme telle qu'elle est gérée, encore qu'on pourrait trouver des systèmes, je pense, en maraîchage bio, des choses comme ça, en circuit court, qui pourraient ressembler à ce qui se fait ici. Mais c'est surtout de faire preuve de curiosité, en fait. À partir du moment où on sait que ça existe et on se dit, bah tiens, pourquoi pas, c'est d'aller voir, d'aller rencontrer des gens, d'écouter, se faire sa propre idée, en fait, sur les métiers. Alors, ça peut très bien ne pas plaire, mais il y a aussi beaucoup de gens qui connaissaient pas du tout, qui travaillent aujourd'hui, et quand on leur demande, ils disent, mais si on m'avait dit ça il y a 10 ans, j'aurais rigolé. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qui pense que ce n'est pas pour lui? L'idée, c'est de casser un peu les représentations. Si quelqu'un recherche une activité, un projet, a envie de changer de métier, et qui se dit, ouais, ça, mais je m'y vois pas, etc., il faut essayer. Il y a des dispositifs qui existent de stage en immersion, je pense au dispositif Pôle emploi de la PMSMP, des choses comme ça. Il y a plein de choses qui existent dans plein d'organismes différents qui permettent en fait d'aller dans une entreprise, passer de quelques jours, voire quelques heures à plusieurs semaines, et en général ça permet de savoir si on aime ou on n'aime pas. La Chambre d'agriculture peut être relais vis-à-vis des agriculteurs pour un demandeur d'emploi qui ne sait pas à quelle ferme aller. On peut aider les gens à trouver une entreprise, parce qu'effectivement c'est pas évident de savoir à quelle ferme oui, puis on peut aller demander exploitation privée. Donc là on peut effectivement aider les gens intéressés à trouver un lieu de stage. D'accord. Alors je vais me retourner vers Hervé Jamin. Alors peut-être nous rappeler rapidement ce que c'est que la plateforme mobilité du Pays de Brest. La plateforme mobilité du Pays de Brest, c'est un dispositif donc, de Don Bosco en route pour l'emploi. Le rôle, c'est de travailler sur les freins à la mobilité pour l'accès à l'emploi. On travaille avec, de manière individuelle avec les gens pour voir quelles sont leurs difficultés, pour aller à l'emploi, pour le rendez-vous, voilà. Alors après, lorsque je parle de mobilité, faut être clair, je parle de toutes les possibilités qu'ont les personnes pour se déplacer. Alors, des exemples? Ça peut être la marche, ça peut être le vélo, beaucoup aussi, on parle pas mal de vélo à assistance électrique, parce que c'est un moyen efficace. Ça peut être le scooter, la voiture, le covoiturage, les transports en commun, le train, le car. Peu importe comment la personne se déplace, tant que c'est efficace en fait. D'accord. Voilà. Alors dans l'exemple concret là d'aujourd'hui de l'agriculture, on sait que les fermes elles sont pas en centre-ville, elles sont pas aux abords des villes, elles sont souvent à distance des transports en commun. Quelqu'un qui n'a pas de véhicule, qui éventuellement a un vélo, mais bon, dans un pays un peu vallonné, comment on peut aider les personnes en fait à... Le vélo c'est efficace jusqu'à 5 km, donc c'est pas forcément... Le vélo électrique jusqu'à 10. Après c'est pas forcément toujours adapté à des entreprises à l'extérieur des grandes villes de toute façon. On rencontre le même problème de toute façon pour les entreprises à partir du moment où elles sont à l'extérieur des grandes villes. Après il y a d'autres solutions, il y a les transports à la demande. Donc, par exemple sur le Pays de Brest, il y a un Pôle emploi qui propose du transport à la demande. Le principe, en fait, c'est si une personne a un emploi, un rendez-vous, un stage, une formation
un stage PMSMP en agriculture comme on en parlait, qu'elle ne peut pas s'y rendre en transport en commun, soit parce qu'il n'y en a pas, soit parce que c'est pas adapté, elle peut demander avec une prescription de Pôle emploi par exemple un transport à la demande. Ouais. Alors qui est quand même limité dans le temps. C'est 1 mois renouvelable une fois. D'accord. Pour se rendre du coup à l'emploi. L'idée c'est qu'une personne ne refuse pas un stage ou un emploi à cause de la mobilité. D'accord. Derrière, la mobilité sera travaillée dans tous les cas. Donc soit la personne trouve une solution toute seule, du covoiturage, ou passer le permis, acheter un véhicule, réparer une voiture, soit il y aura un entretien, donc soit avec moi, soit avec Pierre-Yves Guénal, mon collègue, pour voir les solutions qu'il peut y avoir. Oui, voilà, parce que j'ai renouvelé une fois, j'ai besoin de renouveler, j'ai pas trouvé de solution pour la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut exceptionnellement me renouveler? Non, c'est là que vous allez proposer un accompagnement à la mobilité. En fait, ça va être individuel. C'est-à-dire qu'une personne qui a fait un stage, par exemple, d'1 mois, si 3 mois plus tard a retrouvé un travail, elle pourra ressolliciter un transport. Et si on sait qu'il manque quelques semaines, voire 1 mois pour trouver une solution concrète, le principe, c'est pas de la laisser tomber, c'est de voir la solution. Si le transport est efficace, il sera peut-être renouvelé, mais sur le principe, c'est 1 mois renouvelé une fois parce que c'est ce qu'on appelle des solutions d'urgence. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas amener toutes les personnes tous les jours à l'emploi. Donc voilà. On entend bien. Donc c'est 2 € l'aller, 4 € l'aller-retour, peu importe où la personne va, sur le pays de Brest. Mis à part Crozon et le pays de Châtelain, la commune de Châtelain. Donc c'est vraiment la côte nord le grand nord du pays de Brest, je dirais. Ouais. Donc ça va gagner du transport sur le Conquet, sur l'Esnevin, sur Landerneau, sur... D'accord. Enfin voilà. Plougastel aussi. Donc voilà. Après il y a d'autres solutions, comme je vous dis, ça c'est une solution. Il y a aussi, on travaille par exemple avec EOP, c'est l'association qui gère le site Westgo, qui est un site de covoiturage domicile-emploi. Covoiturage solidaire. Il y a du covoiturage solidaire, il n'y a pas que ça, mais il y a du covoiturage solidaire. Le principe du covoiturage solidaire, c'est des chauffeurs qui disent, on comprend bien qu'une personne, lorsqu'elle retrouve un emploi, n'a pas forcément de finances pour la mobilité, pour mettre de l'essence, pour acheter un titre de transport, etc. etc. Donc là, le covoiturage va être moins cher, voire gratuit, suivant les chauffeurs. Et donc ça permettra à la personne d'aller à l'emploi. D'accord. Le temps toujours pareil, d'équilibrer ses financements, et après, si elle veut, elle pourra continuer le covoiturage. Et voilà. Après, il y a beaucoup de solutions. Il y a par exemple le microcrédit qui peut financer, le microcrédit dans Pôle emploi qui peut financer les réparations de voitures, de véhicules, l'achat de véhicules, ou financer un permis. En Pôle emploi a également un garage solidaire garage social pour tout ce qui est réparation de véhicules. D'accord. Le principe, c'est de pouvoir faire réparer sa voiture moins cher que dans un garage classique. Voilà, donc c'est des solutions un petit peu individuelles, ça va dépendre du territoire, du besoin et de la personne, des capacités de la personne. D'accord. Et dans l'agriculture, alors je sais que vous êtes très sollicité pour tout ce qui est maraîchage sur les saisons, dans les serres. Dans l'agriculture plus classique, plus traditionnelle de l'élevage, il y a moins de demandes. Il y a beaucoup de demandes pour tout ce qui est serre, pour les saisons en fait. Oui. De transport à la demande ou d'ateliers pour les transports en commun quand c'est accessible. Après pour l'agriculture, j'ai pas les chiffres, mais on a beaucoup moins de demandes, c'est clair. Je pense que c'est pas connu ou que par habitude, de toute façon, peut-être qu'on va forcément exiger des gens qui ont le permis parce que vu que c'est des endroits excentrés par rapport aux grandes villes, les gens imaginent qu'il faut forcément le permis. D'accord. Et j'ai oublié de dire d'ailleurs aussi qu'il y a aussi de la location de véhicules en route pour l'emploi qui peut être adaptée pour se rendre donc, dans les fermes. D'accord. Peut-être des coordonnées si on veut prendre contact avec En route pour l'emploi. En route pour l'emploi, c'est important, c'est forcément que sur prescription. D'accord. Donc il y a le site En route pour l'emploi. Donc moi je suis demandeur d'emploi, je ne peux pas contacter directement Non, il faudra passer par un référent. Un référent. Donc, un référent, ça va être Pôle emploi, ça va être le pli, assistante sociale, mission locale également. Enfin voilà, tous ces référents. ICO aussi. ICO aussi d'ailleurs. Ouais. Voilà. Donc tous ces référents qui peuvent faire une prescription. Voilà. Une fois que la prescription est faite, est envoyée, En route pour l'emploi va contacter la personne. D'accord. Pour discuter des solutions de mobilité. D'accord. Voilà. Alors est-ce que vous avez quelque chose à rajouter qu'on aurait oublié ou comment on fait pour la chambre d'agriculture, elle se trouve à quel endroit? Alors il y a une antenne à Brest. Il y a une antenne à Brest. Ouais.
À quel... Donc c'est sur la zone de l'Ermitage. D'accord. Et en fait, il y a une antenne par pays quasiment. Donc, c'est sur rendez-vous, on peut venir toquer à la porte quand on... Non, les gens peuvent venir. Les interlocuteurs sont pas forcément là, mais les gens peuvent venir quand ils le veulent. D'accord. Et il y a un bus pour aller à la Chambre d'agriculture à Brest. Et petite colle, c'est quel numéro pour le bus? Ah, aucune idée, moi je viens de Quimper. On va demander à la plateforme mobilité, la petite colle. C'est du côté du port L'Ermitage, c'est... L'Ermitage. Je sais pas, je dirais le 5 comme ça, mais il faut ça vérifier. Ce sera à vérifier, on va demander aux téléspectateurs de vérifier que c'est bien la ligne 5 qui passe par l'Ermitage et par la Chambre d'agriculture. Merci messieurs pour votre témoignage et à bientôt.